Le Real Madrid s'impose 5-0 face à une équipe de quatrième division espagnole, la Deportiva Minera, but de Valverde, Camavinga, Arda Güler doublé et de Luka Modric, deuxième but hors de match pour le Croate. Je suis avec Guillaume pour débriefer la rencontre de ce 16e de finale de Coupe du Roi. Comment tu vas? Ça va très bien et toi, Pablo? Bah écoute, ça va très bien. Heureux de cette nouvelle victoire en 2025. Alors, c'était pas un adversaire de taille, hein, c'était une Deportiva Minera aux abois tout au long du match. Ils ont pas mal galéré. Je crois qu'au total, il y a eu une vingtaine de tirs cadrés pour le Real Madrid. C'est énorme. Euh, ouais, C'est énorme. Ouais. Le gardien en face a quand même, on peut quand même souligner que le gardien en face a quand même sorti quelques belles parades pour le coup. C'est le seul qui m'a, où je me suis dit, ah, pas mal. Sinon, sur le reste, en même compliqué, temps, oui. c'est le seul qu'on a vu, quoi. C'est vrai. Donc non, bah, victoire du Real Madrid, du coup, qui rejoint le Barça et l'Atlético de Madrid en huitième de finale juste avant de jouer en Supercoupe d'Espagne jeudi face à Majorque. Qu'as-tu pensé de la rencontre, Guillaume, même du match, Arda Güler, je suppose, avec son doublé? C'est ça, c'est mon homme du match dans mes notes, Arda Güler, avec son doublé et surtout avec la création d'occasion de sa part en première période. Il voyait des angles de passe. Alors, faut tout de suite modérer tout propos tenu dans cette vidéo par rapport à la faiblesse de l'adversaire. Mais il voyait des angles de passe et il a créé un nombre d'occasions important. Il finit le match avec 5 Mhm, passes clés. Et après, bah, finalement, quand il s'est rendu compte que ses coéquipiers la mettaient pas au fond, puisqu'il finit avec 0 passe décisive, au final, malgré les caviars distribués, mhm. bah, il s'est mis à marquer lui-même. Il finit avec un doublé. Et c'est lui, je trouve, qui a le plus brillé côté Real Madrid sur cette rencontre, même s'ils ont tous été au niveau. Et par exemple, un Fran Garcia en tout cas, m'a satisfait sur ce match parce qu'il a quand même 2 passes décisives avec 2 centres, 2 ballons de qualité, un centre très précis et bien brossé pour la tête de Kamavinga en première mi-temps. Et la passe en retrait pour Arda, alors c'est en toute fin de rencontre, on rappelle encore une fois, l'adversaire, c'est pas dingue, mais il trouve la passe parfaite en temporisant bien, et c'est pas toujours le cas qu'on le voit temporiser, réfléchir où il veut la mettre pour trouver son coéquipier dans la surface. Et là, pour le coup, il l'a Exactement. très bien fait aujourd'hui. Alors, c'est plus simple face à une quatrième division comme dans un match de Liga ou de Ligue des Champions, bien sûr, mais la temporisation, la prise d'information et la passe parfaite sur le dernier but, c'est anecdotique, mais c'est exactement le genre de geste qu'on a envie de voir plus souvent de la part de Fran Garcia en Liga. Ce que j'allais dire, c'est que Fran Garcia, à partir du moment où l'adversaire n'est pas au niveau, ou en tout cas, euh, il y a quoi? Il y a trois divisions d'écart entre le Real Madrid et la Deportiva Minera. Bah, on voit un joueur beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, moins stressé, qui prend son temps avant de centrer. Et c'est quelque chose qu'on aimerait voir en Liga et en première division, mais c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et c'est bien pourquoi, à mon sens, il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Alors aujourd'hui, il le fait très très bien. D'ailleurs, sur le premier, enfin, sur le but de Camavinga, il récupère un bon ballon côté gauche. Après, tous les joueurs ont récupéré des ballons dans une position assez haute sur le terrain. Aujourd'hui, c'était enfin, en face, voilà, on va dire que c'était catastrophique. C'est l'écart de niveau entre les deux équipes. Ça se voyait même au niveau du physique, des contacts. Le Real Madrid gagnait tous ses duels. Euh, il y a eu un grand nombre de ballons récupérés dans les 20 derniers mètres adverses. Euh, et Fran Garcia, justement, qui je pense c'est le deuxième homme du match côté Real Madrid ce soir, parce qu'il a été très très actif, il a permis au Real Madrid de bien se projeter vers l'avant. Bah, te réalise une excellente récupération avant de placer un bon centre pour Eduardo Camavinga qui Eduardo Camavinga marque un but. Euh, on est content pour lui parce que ça va lui faire du bien, c'est quelque chose qui on le sait, ça lui manque souvent, alors qu'il en a la capacité de marquer, de se projeter, de tirer. Aujourd'hui, il marque un bon but de la tête, il est au bon endroit au bon moment pour marquer ce deuxième but et mettre le Real Madrid à l'abri. C'est ça, c'est pas tous les jours qu'on voit Kamavinga sur la feuille de marque. La dernière fois, il n'y était pas, même si c'était sa frappe déviée contre Manchester City au match à domicile l'an dernier. Et sinon, si je dis pas de bêtises, il n'en a marqué qu'un sous le maillot du Real Madrid, le but égalisateur contre l'Inter à l'époque, en Ligue des Champions, quand il rentrait en jeu. Il a peut-être mis un but en Liga aussi sur sa première saison, Ouais, mais je crois qu'il n'a pas il a marqué marqué depuis, contre le hein. Celta de Vigo. C'est ça, mais Son tout c'était à premier match, il l'époque, marque. aussi c'est ça, c'est son tout premier match qui marque et son tout premier match peut-être même sa toute première entrée en Ligue des Champions aussi, c'est celle contre l'Inter. Et ça lui avait permis d'être avec 2 buts sur sa toute première saison. Et depuis, il n'a plus techniquement marqué au Real Madrid, même s'il y a cette frappe déviée contre City qu'on a en mémoire et on pense que c'est son but. C'est pas son but dans les feuilles de stats. Et là, pour le coup, aujourd'hui, c'est son but. Il aurait même pu en mettre un deuxième, mais il manque complètement sa reprise de volée. Et il a su se projeter dans la surface. Alors, encore une fois, la faiblesse de l'adversaire le permet. Mais on a vu un Kamavinga se retrouver dans des positions de buteur parce que celui qui met de la tête juste avant, c'est lui qui crée une occasion. Le ballon part sur l'aile, revient. Et cette fois-ci, c'est lui qui met sa tête pour mettre le but. Et il a une autre occasion aussi. Donc, ça fait plaisir de voir Kamavinga se projeter autant, se projeter dans la surface.
Fede Valverde, l'homme à tout faire de Carlo Ancelotti, qui a été le plus utilisé en 2024. Ça a fait grincer des dents certains avant le début du match quand on a vu que Valverde était titularisé, connaissant tout le contexte avec les blessures du Real, les blessures musculaires, etc. Valverde a une nouvelle fois été aligné côté Real Madrid. Il a joué quoi, 60 minutes? Un peu plus de 60 minutes? C'est lui 45, qui est sorti 45. Il sort à la 45 minutes. mi-temps. Il sort à la Il est mi-temps. sorti à la mi-temps, excusez-moi, parce que j'avais la tête un peu partout là ce soir entre ça et la Super Coupe d'Italie. Il joue donc 45 minutes, c'est lui qui ouvre le score, donc choix payant pour Carlo Ancelotti, mais est-ce que ça aurait été pas mieux de le laisser se reposer, sachant que c'est le joueur le plus utilisé de Carlo, on le sait quoi. Ah, c'est surtout le faire démarrer le match, quoi. Tu vois, tu le ferais rentrer pour les 25 dernières minutes comme il a fait avec Mbappé ou Vinicius. Je pense que personne n'aurait crié au scandale. Mais c'est surtout le symbole de le faire démarrer le match. Après, peut-être que lui a envie de démarrer toutes les rencontres cette saison. Il y a peut-être une qui démarre pas. Faudra vérifier. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir aussi que lui est content de démarrer ce match. Je pense pas qu'Ancelotti l'envoie non plus l'envoie non plus au charbon comme ça. Il marque, il fait sa passe décisive. Il joue que 45 minutes au final. Donc il fait qu'une mi-temps. On voit que même qu'il est relativement dilettante, que c'est un match assez tranquille. La pelouse est bonne aussi pour le coup dans le stade de Cartagena. C'était pas le cas les 2 années précédentes sur ce premier tour de Copa del Rey à Cáceres et à Aranda de Duero. C'est quand même une différence. Ça a permis au Real de mieux exprimer son jeu et d'avoir un risque moindre de blessure. Je pense que ça a aussi joué dans le processus de décision. Après, c'est dommage de ne pas voir du tout Gonzalo Garcia qui enchaîne les buts avec le Castilla et il y avait une belle opportunité, je trouve, de l'aligner. Même si peut-être que le duo avec Hendrik n'aurait pas été le duo qui fit le mieux. Je pense que vu la faiblesse de l'adversaire en face, ça aurait quand même pu fonctionner. Et j'aurais peut-être même préféré le voir plutôt que Valverde, puisqu'il restait une place pour un jeune dans le 11 de départ, puisque la règle c'est 7 titulaires et le Real, enfin 7 joueurs de l'équipe pro, pardon, de l'équipe première, et le Real en avait 8 au coup d'envoi, donc il y avait encore une place pour un jeune. Quand même dommage, je trouve, de ne pas l'utiliser au vu de la faiblesse de l'adversaire. Je dis que ça aurait été potentiellement de faire rentrer Fede Valverde en deuxième mi-temps à partir de la 60e minute comme pour Mbappé et Vinicius, mais est-ce que Carlo Ancelotti a fait le bon choix à 4-0 à l'heure de jeu de faire rentrer les deux stars de l'équipe? Je pense que c'est pour faire plaisir au public. Je pense que dans tous les cas, que ce soit eux ou que ce soit les adversaires, Ouais, mais je suis ils désolé, savent qu'il n'y a pas d'intensité à mettre. ouais, mais je Je suis pense pas désolé, je pense pas qu'en face ça va lâcher une grande semelle comme ça, tu vois. tu peux pas, moi, à mon sens, tu peux pas faire ça. Si tu veux faire kiffer le public, tu les fais rentrer à la 85e minute. Ah, dans un sens, je 30 suis minutes, d'accord. c'est, Dans l'autre sens, c'est plié. Je pense qu'en face, les joueurs sont pas bêtes au point d'être le mec qui fait la cheville de Vinicius dans un match qui sert à rien oui, mais au regardez mois de Dani janvier, tu Carvajal. vois. Mais oui, tu sais jamais, tu sais jamais. Après, Dani Carvajal, c'est un match où t'as toujours de l'enjeu techniquement en C'est un match, championnat, tu vois. c'est un match qui a toujours de l'enjeu. C'était la 95e minute, Ah, le match a été plié mais je et il suis se fait les d'accord, ligaments Pablo. croisés. Je sais, mais c'est une action D'accord. anodine, tu vois. Ben voilà, Mais ben oui, il c'est, aurait pu être sorti avant. Et je suis d'accord est-ce que avec c'est, toi que c'est beaucoup. Et puis surtout que bah, tu fais rentrer Mbappé et tu fais rentrer Gonzalo Garcia, qui est un petit jeune qui brille vraiment avec le Castilla pour le coup, et tu auras pu lui donner un petit boost de confiance, quoi. C'est ça qui est dommage, en fait. Surtout parce que Tchema rentre à la 60e, mais c'est dommage que Gonzalo ne voit pas la pelouse, je trouve. Plutôt même que le moment. Et moi, je à suis mon d'accord avec sens, toi, en vrai. À mon sens, à mon sens, ça a été une erreur de la part de Carlo Ancelotti de faire rentrer les deux joueurs parce que bah t'as des échéances qui arrivent avec la Supercoupe d'Espagne, ensuite t'as la Liga, t'as la Ligue des Champions. Enfin voilà, t'as énormément de matchs, 9 au total en ce mois de janvier. T'as besoin de tes deux joueurs et tu les fais rentrer 30 minutes. Ok, tu veux faire kiffer le public de Carthagène, il n'y a pas de problème, je comprends. À la rigueur, tu les fais rentrer à la fin, vers la 85e minute, ou à la 80e minute à la rigueur pour que le public puisse les voir pendant une dizaine de minutes. Mais autant de temps, moi je trouve que c'est assez risqué, surtout quand on connaît un peu la poisse du Real Madrid avec les blessures. Donc ici, voilà, carton jaune pour moi à Carlo Ancelotti. Je ne suis pas trop d'accord avec ce type de changement. Après, c'est lui le coach, hein, c'est lui qui sait mieux gérer le vestiaire que moi, mais voilà, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a déçu côté Real Madrid? Ah, j'ai trouvé Diego Aguado un petit peu compliqué son tout début de match, son entame de match un petit peu approximatif. Hmm. Il perd un ou deux duels, il fait une faute où il tire le maillot parce qu'il se fait complètement enrhumer juste avant. Il y a deux trois Mhm. relances un peu approximatives. Si je dis pas de bêtises, c'est lui. Il est impliqué sur le. Tu sais quand il y a la tentative de lob en face, il est impliqué sur cette perte Mhm. de balle un peu bête. Ensuite, il a quand même pris la mesure de son match. Il est rentré dedans. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde d'enfiler le maillot du Real Madrid pour la première fois et d'avoir les premières minutes un peu approximatives, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait vanté la prouesse de Raúl Asensio d'avoir
d'avoir su être direct dedans et décisif au bout de 5 minutes lorsqu'il avait mis ses crampons contre Osasuna, parce que c'est clairement pas facile de débuter, même si là c'était à Mm. l'extérieur contre un adversaire plus faible. Donc non, un petit peu déçu par ça. Pour Lorenzo Aguado, c'est dommage qu'il marque pas son but là sur le 1-2 avec Hendrick, parce que pour le coup, bah, il aurait fait une encore plus belle soirée en ayant marqué pour sa première. Mais non, sinon, franchement, j'ai pas grand-chose de négatif enfin, j'ai pas, j'ai rien pour moi, il n'y a rien de négatif à relever, à part peut-être Moi, ces premières approximations de Diego. Et peut-être moi, Ancelotti, j'ai du coup. une chose négative. Moi, non, bon, Ancelotti, je l'ai dit, là, c'était par rapport à son choix de faire entrer Mbappé et Vinicius, qui pour moi n'a aucun sens en Coupe du Roi face à une équipe de quatrième division. Tu prends plus de risques qu'autre chose. Mais moi, une chose à dire. Enfin, j'ai un point négatif à ressortir de ce match-là. Euh, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi ou pas, mais j'ai trouvé Hendrick bien trop en dessous. Bah, t'as raison. Je suis peut-être dur, hein. Peut-être J'ai, dur, mais je trouve que le gamin, il a énormément de qualité parce il est très très bon. Footballistiquement parlant, il est très très bon. Mais j'ai l'impression qu'il manque de rigueur tactique, qu'il fait un peu n'importe quoi sur le terrain, qu'il sait pas trop bien se placer, etc. Et je pense que quand Carlo Ancelotti dit Hendrick doit travailler, c'est notamment cet aspect-là parce que footballistiquement parlant, c'est un crack. Hendrick, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a encore un monde entre le Hendrick du Brésil et celui qu'on attend en Espagne, en tout cas en Europe, d'un point de vue tactique. Tu le trouves voilà, trop fou, trop machin. Alors c'est sûr qu'il peut te faire une différence en une accélération, un dribble, un crochet ou autre. Et c'est top parce que ça va être une de ses qualités plus tard quand il sera footballeur, quand il sera un grand footballeur. Mais voilà, il manque encore de ce petit, comment dire, cette manière de se placer entre les lignes, cette manière de redescendre si nécessaire, cette manière de demander le ballon au bon moment. Enfin, il est trop précipité. Il est trop précipité. Et moi, ça me déçoit parce que face à une équipe aussi mauvaise, j'aurais voulu voir un Hendrick beaucoup plus efficace, beaucoup plus dedans avec ses coéquipiers. Tout le monde a été bon, sauf, à mon sens, lui, même si c'est créé pas mal d'occasions. tu veux une preuve de pourquoi j'ai mal répondu à ta question? J'ai oublié. Hendrik, finalement, dans mon raisonnement, j'ai Mais tu réfléchi, lui as je mis me suis fait 7. un peu je me suis fait un peu le 11. Bah, je trouve pas qu'il est quand même si mauvais que ça. Il crée quand même plusieurs occasions, il est quand même bien placé. En fait, moi, le seul problème, c'est qu'il a eu une ou deux occasions qu'il n'aimait pas au fond. Moi, en fait, moi, ce qui me dérange avec Hendrik sur ce match, c'est pas sa production, c'est le fait qu'il termine sans but. Alors que c'était clairement le moment, bah, pour un Ouais, attaquant de bien pointe sûr, de se bien sûr. relancer, de récupérer un petit peu de confiance. Et il y a quand même ce petit côté rigueur tactique. En fait, il est pas prêt à être titulaire. C'est-à-dire que quand il rentre dans un Mm. match qui a déjà débridé, qui est déjà un petit peu foufou, tu vois, qui est déjà peut-être parfois même plié pour le Real Madrid, c'était le cas contre Valladolid, c'était le cas contre. Alors contre Stuttgart, c'était pas plié, mais il y avait 2-1 déjà pour le Mm. Real. Là, dans ce scénario-là, je pense que c'est plus un positif qu'un négatif de faire entrer Hendrick. Par contre, pour le faire démarrer une rencontre, là, c'est plus compliqué. Bon, à Lille, il n'y avait pas que lui qui était pas au niveau. Pour le coup, je trouve ça assez dur de lui mettre Non, oui, complètement sur les épaules, Lille, hein. c'est Le autre match de chose. Lille, Non, mais c'est très compliqué parce que. et limite, je vais te dire un truc, c'était celui qui avait donné le Et plus il était là dans de l'implication, ouais. satisfaction, on va dire, Il était là dans par rapport à l'équipe. l'implication et le ballon, quand t'es attaquant, derrière ça joue mal et que le ballon t'arrive pas, quand t'es un jeune en plus comme ça, c'est très dur de s'imposer. Mais là, je suis d'accord avec toi, parce que bah, en fait, quand tu vois, là, imaginons demain, ceux qui n'ont pas vu le match, ils voient sur Twitter 5-0, ils vont voir la liste des buteurs, ils voient Hendrick joue 90 minutes, Hendrick n'est pas dans la liste des buteurs, je trouve que ça fait tâche par rapport à la belle opportunité que c'était de marquer, tu vois. C'est Et ça, c'est surtout ça qui fait tâche. exactement. Et je suis d'accord sur ton analyse. Après, je pense pas que tu vois nécessairement contre une quatrième division des choses que tu peux extrapoler peut-être au match de première. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a clairement un manque d'adaptation au football européen, de rigueur tactique. C'est un gamin. Hein, on le dit, on le Oui, remarque, il on est le jeune, relève. bien sûr, bien sûr. Mais c'est même pas pour dire Hendrick est nul. Hein, c'est juste pour dire qu'Hendrick doit progresser. Mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel pour un joueur de cet âge-là. Et il y parviendra, j'espère. Et il y a clairement du talent. Et on l'a vu, hein, tu vois, le 1-2 que j'ai mentionné avec Lorenzo Aguado. Enfin, c'est sur quelques appuis, la Mhm. puissance, la vitesse et la technique que ce gamin a, c'est impressionnant, quoi. Et puis même Mhm. la vista de Exactement. trouver la petite passe. Mais c'est que ça reste pas du coup pas suffisant. Et puis il n'a pas été décisif sur les deux frappes, les deux vraies belles occasions de but qu'il a. Et bah, c'est triste. Je pense que c'est lui le premier déçu et lui le premier malheureux de ça parce que il aurait bien aimé lever les bras aujourd'hui, quoi. Exactement. Bon, le Real Madrid, du coup, est qualifié donc, pour les huitièmes de finale, là où sont également qualifiés la Real Sociedad, le Celta de Vigo, Leganés, Elche, Orense, Bilbao, l'Atlético de Madrid, le Barça, l'Almeria, Osasuna, Betis, Pontevedra. Donc deux équipes galiciennes, c'est beau ça. Le Rayo Vallecano
et Getafe, et je crois qu'il manque Valence, si je dis pas de bêtises, qui joue contre Eldense, une équipe de troisième division espagnole demain, je crois, le 7, ouais, c'est demain. Donc ça fait quand même Et deux belles équipes galiciennes. Au passage, Orense, c'est mon bled en Espagne. Donc je suis très content que Orense c'est ait précis. pu éliminer le Valladolid, une équipe de première division, l'équipe de troisième division. Donc Orense qui élimine le Valladolid. J'avais mes cousins dans le stade hier, ils m'ont dit que c'était la folie. Donc en espérant que l'Orense puisse rencontrer le Barça ou l'Atlético de Madrid et les sortir en huitième de finale, ou sinon jouer contre le Real et échanger les maillots à la fin du match une fois que le Real Madrid leur aura mis 5-0, sachant d'ailleurs au passage, il y a une grosse communauté pro Real Madrid à Orense, donc je pense que les gens de là-bas seraient très heureux de voir le Real jouer chez eux. Potentiellement pour la première fois de l'histoire, faudrait vérifier, mais je sais que le Real Madrid Castilla était allé jouer là-bas plusieurs fois dans les années 80, 70, etc. Mais le Real, faudrait vérifier. Enfin bref. C'est Écoute Guillaume, l'une des merci à villes toi. les Ouais. plus portugaises en Espagne, si je dis pas de bêtises, hein, Non, Oulé. non, 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 justement, c'est une équipe, c'est une ville très espagnole dans la C'est très Galicie. espagnol là-bas. Parce que c'est pas loin, hein. Ouais, ils C'est sont pas très très loin espagnols. de Non, Bragança mais et tout ça. c'est pas loin, mais c'est non, de Bragança, c'est super loin. C'est pas très loin de Chavez. Ah, c'est Mais, Chaves plutôt. Oui, pardon, oui. mais par contre, les gens se sentent, c'est une des villes où ils se sentent le plus espagnols en Galice. Donc, Ah, alors que dans d'autres endroits comme à Vigo, ils ah, se sentent très galiciens, quoi. et donc très Donc, voilà, les portugais amis. presque. Non, galicien. Non, non, galicien. Je Galicien. t'embête. Parce que les Galiciens, justement, le Portugal Ils appartient à la sont. Galice, historiquement. Donc, les amis, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera une petite vidéo prévia avant le match contre Mallorca. Demain, sûrement une vidéo actu. Et bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao. Salut à tous.